Bonjour, vous m'entendez? Oui, je crois. Eh bien, merci d'être venu pour assister à cette conférence, alors qu'on est déjà bien avancé dans le programme de Devoxx et qu'il y a plein de trucs intéressants autour. Moi, je vais vous proposer de faire un petit voyage dans de la donnée, mais avec un angle très fort qui va être celui de la privacy. Et donc, on va parler de cryptographie. Et on va faire ce voyage en Rust, même si vous n'allez pas avoir beaucoup de code, parce que là où je me situe, Rust est plus un langage qu'on doit vendre, c'est maintenant une techno qu'on utilise. Et donc vous pouvez garder dans le coin de votre tête que tout ce que vous allez voir, tout ce qui a été implémenté dans le cadre de ce projet, c'est du Rust. Et j'en parle un tout petit peu à la fin. Je m'appelle Mathieu Poumerol, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez également suivre ma boîte sur Twitter, vous pouvez pas me suivre sur Facebook pour des raisons qui, vraisemblablement, au fur et à mesure vont vous apparaître de plus en plus évidentes. Donc Snips, c'est une start-up française, on fait du machine learning, on est une petite quarantaine. On essaie de se concentrer sur les voice assistants parce que le machine learning en soi c'est un sujet très vaste. Mais avec un petit twist, c'est qu'on essaye d'être private by design, c'est-à-dire que on va s'interdire de faire une invasion de privacy, c'est-à-dire d'utiliser et de collecter la donnée des utilisateurs. Donc à Snips, il y a des data scientists, évidemment, il y a des ingénieurs, il y en a souvent besoin. Et puis, il y a un ou deux cryptographes qui font des choses intéressantes. Et moi, j'ai joué avec eux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de prendre un problème qui est récurrent et qui est traité de façon, je trouve, et on trouvait, qui ne nous plaisait pas, généralement dans l'industrie, et on a essayé de voir, est-ce qu'on peut faire ça autrement? Et vous allez voir qu'on y est plus ou moins arrivé. Donc, comment est-ce qu'on fait des analytics? D'abord, qu'est-ce que c'est des analytics? Les analytics, c'est... je suis développeur d'application, je mets mon application dans la nature et je veux savoir si les gens s'en servent déjà, comment ils s'en servent, qu'est-ce qu'ils font avec, et donc remonter un certain nombre de compteurs vers le product manager pour qu'il puisse décider, voire faire des tests. On va essayer d'activer telle feature pour voir si ça change quelque chose au comportement de nos utilisateurs, s'ils deviennent plus addictés, désolé pour les anglicismes, vous inquiétez pas, il va y en avoir plein. À l'application. Et donc, pour prendre un exemple, je me suis dit, on va prendre comme exemple imaginons que vous êtes une start-up et que vous avez une application dont le rôle est par plein de façons d'essayer de ralentir la consommation de tabac des gens. Et donc, une de vos métriques de succès, c'est est-ce que mon appli marche? Alors, il y en a d'autres, on peut être très cynique là-dessus, mais une de vos métriques de succès, c'est est-ce que j'arrive effectivement à faire baisser la consommation de tabac de mes utilisateurs? Et donc, une façon de faire ça, c'est de dire chaque application va remonter tous les soirs à minuit, elle va remonter le nombre de clopes que l'utilisateur aura tapé chaque fois qu'il aura pris une clope sur son appli, s'il est discipliné, parce que c'est difficile de savoir si l'utilisateur fait exactement ce qu'il dit à l'application, et de remonter cette information sur notre serveur ou le serveur d'un opérateur que vous allez utiliser pour ça, que je vais appeler Big Brother. Et ensuite, la deuxième phase de ça, c'est lorsque vous voulez étudier ces données, vous allez aller à la pêche dans ce data lake et vous allez faire des comptages, faire des agrégats pour voir quel impact vous avez quand vous activez telle feature, etc., etc. Ça pose des tas de problèmes. Ça pose des tas de problèmes parce que Big Brother, ils vont savoir beaucoup plus de la vie de vos utilisateurs que ce que vous avez vraiment besoin de savoir pour calculer, pour évaluer le succès ou l'échec de vos applications. C'est pire que ça en fait. C'est parce que non seulement vous fournissez plus de données que ceux que vous allez avoir besoin, mais c'est qu'en plus, l'opérateur Big Brother au milieu, il va avoir comme client vous, et donc vos utilisateurs, mais il va avoir d'autres utilisateurs, enfin d'autres développeurs d'applications qui lui amènent d'autres utilisateurs, dont certains vont être les mêmes, et s'ils sont malins, ils vont pouvoir extrapoler énormément d'informations et de faire des recoupements entre les différentes informations remontées par les différentes apps pour essayer de caractériser les utilisateurs. En plus de ça, il y a des questions qui se posent sur qu'est-ce que font ces opérateurs, parce qu'on n'a pas une vision complète évidemment sur ce qui se passe chez Mixpanel, chez Google Analytics ou d'autres. Est-ce qu'ils effacent les données au bout d'un certain temps?
ils vont vous dire qu'ils le font, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils le font comme il faut? Parce que dire j'efface les données, c'est une chose, mais comment on peut vérifier que ça a été bien effacé? C'est difficile d'effacer une donnée, c'est difficile de faire disparaître quelque chose. Pensez aux backups qui traînent quelque part, aux backups qui traînent sur les disques durs, encore que ça a sauvé la peau à certains il n'y a pas très longtemps. Coucou GitLab. Et pire que ça, à un moment donné, il pourrait y avoir un changement de politique chez votre opérateur d'analytics, et il pourrait se mettre à dire, bon, ben, on est racheté et les nouveaux propriétaires ont une politique différente, on va se mettre à utiliser la donnée qu'on a collectée depuis 10 ans, 20 ans, qui sait. Donc ça peut arriver, ça peut être un problème aujourd'hui, mais le fait de collecter aujourd'hui peut vous poser à vous un problème demain, parce que les données qui auront été collectées à travers votre application vont pouvoir être utilisées plus tard dans un contexte dont vous n'aviez pas besoin et dont vous avez quelque part exposé la vie de vos utilisateurs. Et puis évidemment, la tarte à la crème, personne aujourd'hui ne prétend être à l'abri d'une attaque, d'un hack, d'un leak. Et on n'a toujours pas vu de leak massif de Google ou de Mixpanel ou d'un opérateur majeur. Mais il ne faut pas croire que ça ne va pas arriver. Hein. Ça va finir par arriver. Donc, pour faire autrement, il y a plusieurs approches. La première, c'en est une qui marche bien quand on a énormément d'utilisateurs. Il faut en avoir beaucoup. Et c'est Apple qui en a parlé, qui a donné un gros coup de lumière à cette approche, puisqu'ils en ont parlé à la WWDC, c'est dur à dire, hein, à leur conférence à eux l'année dernière. Et donc, l'idée, c'est que chacun des participants va ajouter un bout de bruit à l'information qui va remonter, au nombre de cigarettes qu'il aura remonté. Et donc, si vous accédez au record individuel d'un participant, vous n'allez pas pouvoir en dire grand-chose parce que l'information va être noyée dans le bruit. Par contre, sur la masse, le bruit, vous allez pouvoir prédire la forme qu'il va prendre si vous choisissez correctement l'algorithme de génération de bruit, évidemment. Vous allez pouvoir prédire, quand vous allez avoir 100 000 utilisateurs, 1 million d'utilisateurs, la forme que va prendre ce bruit. Vous allez pouvoir le soustraire du signal que vous aurez capté. Enfin, vous allez pouvoir le soustraire en tout cas de la donnée que vous allez capter pour en extraire le signal significatif qui est le nombre de clopes qui vous intéresse. Ça marche bien quand on a 100 000 utilisateurs, 1 million d'utilisateurs. Quand vous avez un nombre d'utilisateurs plus compact parce que vous êtes une start-up ou parce que vous vous intéressez à un problème où collecter de la donnée est plus difficile, vous n'avez pas 100 000 participants. Donc il faut trouver d'autres choses. Heureusement, la cryptographie nous amène des outils. Et alors là, il y a une définition qui est un peu, avec beaucoup de mots qui font un peu peur, mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est un champ actif aujourd'hui, le multi-party computation, c'est un champ actif en recherche en cryptographie. Ce n'est pas le cas de ce que je vais parler juste après, qui est un champ qui est fermé. Mais c'est intéressant au sens où il y a des gens qui réfléchissent à ce problème de façon générale. Nous, on a pris une approche complètement différente, c'est-à-dire on a des ressources limitées, on a des contraintes qui sont plus ou moins absurdes, qui ne sont pas celles qui ont été envisagées par les cryptographes dans le cas général. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on va trouver quelque chose. Donc en fait, une des premières façons de simplifier le problème général du multi-party computing, c'est de dire on va s'intéresser à une seule opération. On va considérer l'addition. Pourquoi l'addition? Parce que ça permet de faire du comptage, évidemment de l'addition. Ça va permettre de faire des histogrammes parce que vous partitionnez la donnée en buckets et puis vous refaites du comptage dans chaque bucket. Donc ça permet déjà de faire un certain nombre de choses. Et c'est une opération qui est, d'un point de vue mathématique, assez simple. Donc on arrive à faire en crypto des choses dessus qu'on n'arriverait pas à faire avec des schémas plus complexes. Et donc, la base du multi-party computing, les sigles enfin la définition exacte du sigle est un peu variante, c'est le secret sharing. C'est-à-dire qu'on va prendre un secret et on va le partager entre plusieurs utilisateurs. Chaque part de secret utilisateurs, en fait, ceux-là, moi je vais leur donner un nom là pour toute la conférence. Les gens qui sont là-bas dans la colonne de droite, là, qui reçoivent des bouts de secret, on les appelle des clerks, ou des clerks, ça dépend si on est en mode franglais, français ou whatever. C'est des gens qui vont recevoir un secret qui va être un bout de secret qui va être inutilisable en tant que tel, mais à partir du moment où ils vont se mettre tous ensemble, ils vont pouvoir reconstituer le secret. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe. Alice, donc, au lieu d'envoyer au serveur l'information qui dit « j'ai fumé 2 cigarettes aujourd'hui », elle va commencer par tirer un nombre au hasard, avec un générateur aléatoire quelconque, qui n'est pas besoin d'être aussi encombrant que celui-là.
et elle va envoyer à un des deux clercs le bruit, c'est-à-dire la valeur aléatoire qu'elle a obtenue de son générateur aléatoire, et au deuxième clerc, elle va lui envoyer la somme de la donnée et du bruit. Évidemment, chacun des deux clercs pris séparément, il ne peut rien en faire de ce chiffre. Il y a une petite blague, c'est qu'il y a un modulo qui traîne pour les cas, si on reçoit un 0, on ne peut pas en déduire grand-chose non plus. En fait. Il y a des choses que je passe sous silence. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est que chacun des deux ne peut pas déduire, dans le cas général, le nombre réel de cigarettes qui auraient été fumées par Alice. Par contre, d'ailleurs, oui, non, c'est celui-là, slide. Donc Bob va faire la même chose ici. C'est-à-dire que Bob, il a fumé 4 cigarettes aujourd'hui, il va tirer un 14, il va envoyer le signal plus le bruit à un des deux utilisateurs, à un des deux clercs, et il va envoyer le bruit tout nu à l'autre clerc. Il faut que ça soit les bons, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde envoie donner plus bruit au même et bruit à l'autre. Mais si on fait ça, ensuite, si on ajoute là-haut la donnée et le bruit de tous les utilisateurs de nos participants et qu'on ajoute également le bruit de tous nos participants et qu'ensuite on les soustrait, on va bien trouver le 6 là, qui est la somme de ce 2 et de ce 4 par la commutativité, tout ce que vous voulez sur l'addition, les bonnes propriétés qui marchent bien sur l'addition et qui sont là relativement évidentes. Donc ça c'est le premier schéma qui sert à faire du secret sharing. C'est le plus simple, mais on va voir qu'il faut qu'on aille un peu plus loin, sinon on ne s'en sort pas. En particulier, alors oui, il y a une information là, c'est par rapport à la crypto RSA ou les cryptos d'encryption à proprement parler, on est là dans un schéma où on peut prouver mathématiquement qu'il n'y a pas de leak d'information. Et l'autre intérêt de ces approches-là, c'est que d'un point de vue computing, elles sont ultra légères. On n'a fait que des additions là. On n'a rien fait avec des nombres premiers à factoriser, des trucs comme ça. On n'a rien fait de compliqué, on a fait que des additions, avec un petit modulo que j'ai enlevé pour la simplicité. Et donc l'idée, c'est que on distribue le trust en fait à plusieurs membres d'un comité, qui sont les clercs, et l'utilisateur va accepter de partager ses données avec la confiance en « ok, parmi les clercs, il y en a peut-être un qui va être pourri, mais ils ne vont pas tous l'être. Et donc, je leur fais confiance pour qu'ils n'exposent pas ma donnée privée, mais qu'ils fassent bien ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire faire l'addition de tout ce qu'ils ont reçu avant de la confier de nouveau au serveur. » Pour que ça marche bien, en fait, on a envie d'avoir plein de clercs. Parce que, évidemment, si j'en prends 3, si j'en prends 2, là j'en avais 2, si j'en prends que 2, il y a toujours des gens qui vont dire ah, « oui, mais non, je fais confiance ni à l'un ni à l'autre, là, non. » Donc on a envie d'en avoir plus que ça. Évidemment, si on en veut beaucoup, il faut qu'on ait un schéma robuste, parce que si jamais il y en a un qui perd une partie des données parce qu'il a craché ou quelque chose comme ça, on est mort. Et donc, on a ça, c'est le partage de secret de Shamir. Donc Shamir, c'est monsieur Shamir, c'est le S de RSA, donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui pèse dans cet univers-là. Et donc il a inventé ça, et quand je vous disais que c'est un champ qui est fermé, c'était en 79. Et aujourd'hui, les cryptographes, quand vous leur parlez de ça, ils rigolent, parce que ils croient qu'on sait ça, nous. Ils croient qu'on connaît ces algos, ils croient qu'on connaît ces outils, mais en fait, non, on ne les connaît pas, nous, parce que pour eux, c'est des outils du passé, et pour nous, ça n'a jamais été utilisé dans le monde de l'ingénierie. Enfin, ça a été très peu utilisé dans le monde de l'ingénierie, au contraire de la crypto classique, et donc on ne les connaît pas. Et donc, c'est intéressant de se pencher dessus. Alors, comment ça marche? L'idée, c'est que, on va cacher le secret dans des polynômes. Alors, comment on va s'y prendre? Alice, elle va toujours tirer un nombre au hasard, là, elle va avoir un 8, et puis elle va fabriquer un polynôme 8x plus 2, un polynôme simple, degré 1. Et en fait, ce qu'elle va faire ensuite, c'est qu'elle va évaluer ce polynôme, donc ce polynôme-là, il est représenté par la droite violette, et elle va l'évaluer en 1, en 2, en 3 et en 4. Et donc, elle va obtenir des couples de valeurs. 1, ça doit faire 10, 2, ça doit faire, ils sont quelque part 18, voilà, etc., etc. Et donc, ces couples de valeurs, elle va en donner 1 à chacun des clercs qui vont faire le processing. Et donc, en s'y prenant comme ça, ensuite, c'est le slide d'après. Oui, alors non, c'est ce slide-là. J'ai pas mes notes sur l'écran en fait, donc voilà, excusez-moi pour ça.
la droite verte, c'est quoi? Ça représente l'information que va avoir un clerc tout seul. C'est-à-dire que si vous prenez celui-ci, là, c'est celui qui a la droite verte, enfin c'est celui qui a ce point-là. En fait, il peut trouver plein de droites, il peut en trouver même une infinité, qui vont passer par le point qu'il a obtenu. Et il y en a une qui passe par le point que Alice a voulu partager, mais forcément, il ne peut pas savoir laquelle c'est. Donc on est à nouveau dans un schéma où un clerc tout seul n'a aucune information utile à tirer de la portion de secret qu'il a reçue. Par contre, évidemment, si je prends deux clercs, vous savez tous que par 2 points, il ne passe qu'une droite, donc je vais retrouver la courbe violette, et je vais la prolonger en 0, et je vais trouver le secret d'Alice caché, pas au pied de l'arc-en-ciel, mais en 0. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Un mélange, un gloubi-glouba infâme de références, mais c'est pas grave. Ensuite, ce qui est bien, c'est que les polynômes, s'arrêter au degré 1, c'est très réducteur. On peut aller très loin comme ça. Par exemple, on peut aller, pour commencer, au degré 2. Et donc là, on n'a plus des droites, on a des paraboles. Donc on doit tirer 2 coefficients au hasard pour fabriquer un polynôme de degré 2. Donc on a notre secret qui est ici. On a ici un nombre tiré au hasard, ici un autre. Même schéma, on évalue en 1, en 2, en 3 et en 4. Donc c'est les petits carrés qui sont là. Et si je prends 2 clercs ensemble, cette fois-ci, ils vont avoir 2 points, mais par 2 points dans le plan, par 2 points en général d'ailleurs, je peux faire passer également une infinité de paraboles, qui sont les représentations des polynômes de degré 2. Par contre, si on m'en donne un troisième, et ben là, à nouveau, on retombe dans le cas où la parabole est définie de façon unique. Donc on retrouve la courbe violette qui représente le polynôme dans lequel Alice a caché son secret. On l'évalue en 0 et on a le secret. Donc si on traduit ça en pseudocode, on commence par choisir combien on veut de clairs nécessaires pour reconstruire le secret. Donc on appelle ça, en crypto, ils appellent ça le seuil ou le threshold. Et ça va nous donner, on va rajouter 1 parce que c'est comme ça, il y a un degré 0, et on va obtenir le degré du polynôme qu'on doit manipuler, sur lequel on va travailler. On fabrique ce polynôme en mettant le secret en 0, et puis on tire les autres coefficients, tout cela, les A1 à AN, on les tire au sort, c'est écrit là. Et ensuite, on commence à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on génère autant qu'on veut de portions de secret. Et on peut en générer autant qu'on veut, il suffit de compter autant qu'on veut. Ce qui fait qu'une fois que vous avez choisi le seuil ici, par exemple, je veux que pour reconstituer le secret, il y ait 100 clercs qui se mettent ensemble. Ça veut dire que je vais faire reposer la confiance sur 100 clercs, mais je vais spreader... je vais répartir ce secret sur 300 clercs au lieu de 100. Donc je vais avoir la redondance. Et en fait, le contrat avec l'utilisateur initial, c'est voilà, je te donne 300 personnes. Si tu penses que parmi ces 300-là, il y en a 100 qui ne sont pas pourris, tes données, elles sont safe, il n'y a pas de problème. Pour la reconstruction, donc, c'est le schéma inverse. Encore que, on a besoin d'acquérir n plus 1 portions pour reconstituer le secret. À partir de là, il y a une petite manip mathématique pour reconstruire le polynôme, mais c'est vraiment pas compliqué. Et on retrouve le secret dans le dernier coefficient ou en évaluant le polynôme en 0. Et ce qui est marrant avec les polynômes, c'est que c'est additif. C'est-à-dire que si je prends 2 polynômes et que je fabrique le polynôme somme des polynômes en ajoutant les coefficients degré par degré, j'obtiens donc un polynôme du même degré. Et si j'évalue ce polynôme en n'importe quel point, je vais avoir la somme des 2 polynômes que j'aurais additionnés au début. Ça veut dire que tout se passe bien. Ça veut dire que l'addition, dans ce schéma, l'addition est complètement respectée. Et donc, par conséquent, je peux m'en servir. On a le polynôme d'Alice qui est le violet, je pense. Ouais. On a le polynôme de Bob. Alors Bob, il a tiré d'autres chiffres au hasard. Donc, il passe en Y2 pour X1, donc ça doit être le bleu. Je me trompe. Ou le vert. Non, c'est moins 2, c'est ça, c'est moins 2. Ok, donc c'est le vert, le polynôme de Bob. Et donc, si j'ajoute ces polygones, j'obtiens le polynôme bleu. Et quand j'évalue le polynôme bleu en 0, alors, quand d'abord je récupère de chacun, donc il m'en faut moins de 3 puisque c'est un polynôme de degré 2, donc je vais récupérer les secrets partagés par 3 clercs qui auront fait la somme et qui donc auront effacé la donnée privée de chaque utilisateur, auront fait l'agrégation.
Je vais récupérer ces paires de données, je vais fabriquer le polynôme, je vais redécouvrir, disons, le polynôme bleu, évaluer le polynôme bleu en 0, et je vais obtenir là le 4 et 2, 6, qui est là. C'est magique. Hop là, pareil, c'est la même chose. Avec les, là, je vous ai écrit les polynômes. Donc ça, c'était le premier. Donc le premier négatif, donc ça doit être le vert. Celui-ci, c'est le violet. Et celui-là, c'est le résultat qui doit être... Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Celui-là, c'est le violet. Et ça doit être le violet, merci. Bon, voilà. On va pas s'apesantir. J'ai pas les notes, en fait. Je sais pas si j'ai bricolé, mais on va se débrouiller. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on a la base de la mécanique. Et maintenant, on a la base de la mécanique du côté crypto. Maintenant, ok, les gars qui font de la crypto, ils sont venus me voir avec ça. Et puis ils m'ont dit, bon, alors il faut que... On veut mettre tout ça sur des téléphones, on en reparlera après. Donc il faut que Alice, elle envoie un message à Cola, un à Louise, un à Maxime, les clercs, si on en a 3, en fait on en a plutôt 300 que 3. Il faut que tous les mecs là, tous les participants là, ils envoient bien alignés, parce que si on mélange les portions de secret, évidemment le schéma explose complètement. Et donc ils m'ont dit, bon mais en fait on met un truc sur un serveur où chacun peut uploader un message, et après les autres ils vont récupérer des messages, et j'ai fait, oulala, non, on va pas faire comme ça. On a fait ça. Donc on a un serveur. Alors oui, pourquoi il fallait un serveur? De toute façon, parce que parler d'un téléphone, à part en envoyant un SMS, c'était pas possible en fait. Enfin, on peut pas faire l'IP de téléphone à téléphone spontanément comme ça. Il faut qu'il y ait quelque part quelque chose qui aide. Donc on a dit, on va faire un serveur. Et en fait, lorsqu'un participant participe et qu'il a fabriqué toutes les portions de secret qu'il doit envoyer, il fabrique un message où elles sont rangées bien comme il faut dans le bon ordre pour les clercs correspondants, et il envoie un message unique qui est là au serveur. Même topo de l'autre côté. Une fois que tout le monde a participé et envoyé ses portions de secret, le serveur ensuite lui va fabriquer voilà, les messages multiplexés là, dans lesquels on a réuni toutes les contributions de chacun des individus. Vous allez me dire, ouais, ok, donc c'est private, sauf que là, le serveur, en fait, il voit tout. Non, il voit rien, le serveur. Parce qu'en fait, là, on fait une bête crypto à clé publique, clé privée. Donc, Cola, en fait, a émis sa clé publique préalablement, et eux les connaissent. Et donc, le message qui est là, en fait, pour le serveur, il le traite, c'est du passe-plat. On peut pas l'utiliser. Il est illisible, il est complètement encrypté. Et donc, on a fait une machine qui fait des sommes privées. On y est arrivé. La question, c'est maintenant qu'on a une bonne base, est-ce que ça marche, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et en fait, la première question que ça pose, c'est qu'il faut arriver à trouver un comité. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà indiqué qu'on voulait des gros comités. Et il y a plusieurs raisons. Mais la première, c'est vraiment le problème de trust, de confiance. Je vais trouver quelques mots français de plus, je vais essayer. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que j'illustre ce transparent, parce que les mecs de Devoxx, ils aiment bien quand il y a des photos sur les transparents, donc je vais mettre des gens à qui tout le monde fait confiance. Et là, je me suis dit, punaise, hein, qu'est-ce que je trouvais pas, quoi. Et il a fallu que j'aille chercher dans la fiction, et j'ai trouvé quelques personnages à qui on pouvait raisonnablement faire confiance, au moins 2 sur les 3, 3 sur les 3. Mais voilà, il y en a un, il n'a pas le téléphone, l'autre elle est occupée, et l'autre elle ne peut pas nous parler parce que visiblement il ne faut pas qu'elle fasse de bruit. Donc c'était compliqué. Et du coup on a choisi une autre option, c'était d'aller vers un comité, de crowdsourcer le trust en fait. C'est-à-dire on s'est dit, nous on a des utilisateurs après tout, on va essayer d'utiliser ces utilisateurs-là, d'en faire des clerks anonymes, et de se dire qu'en fait, on va établir le trust en disant les clerks, c'est des gens qui utilisent l'application comme vous. On va faire l'hypothèse que si on en prend 300, il y en a suffisamment qui vont revenir assez souvent pour qu'on puisse compter sur eux finalement, parce qu'il y a quand même ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas certain qu'ils vont revenir, qu'ils vont réutiliser l'application. Mais en tout cas, on va faire l'hypothèse que c'est difficile de les identifier, d'aller les corrompre et d'aller en corrompre 100. Corrompre 2 personnes, vous savez, c'est l'histoire, on peut tromper, comment c'est déjà? On peut tromper, vous voyez. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est que par le nombre, on arrive à élever le niveau de confiance.
il y a quelque chose qui n'est pas écrit là, c'est qu'en fait on peut mixer les deux, c'est-à-dire on pourrait dire sur les trusts, on va confier plus de portions de secrets à nos rockstars là-haut, parce que vraiment c'est des gens à qui on peut faire confiance. Donc ils vont en prendre 10 chacun, et puis après on va prendre des anonymes qui vont en prendre une chacun. On peut mixer comme ça un peu à l'envie. Donc une fois qu'on a décidé qu'on allait prendre un gros comité, ça pose d'autres questions. C'est-à-dire ici, ça va faire beaucoup de messages. Ça va faire une portion par secret et par membre du comité, par clerk. Donc ça va, ce message-là peut être gros. On parle d'applications mobiles, de trucs qui sont dans le background, parce que là c'est l'information qu'on va remonter pendant la nuit, quand le téléphone est chargé, mais il ne faut pas que ça soit non plus, on ne peut pas avoir des gigas ici. Dès qu'on fait de la crypto, on a des tailles un peu minimales qui nous arrivent, parce que si on est trop petit, on n'a pas la safety qu'on veut, et de toute façon, en gros on est obligé d'avoir des messages qui ont une taille un peu minimale. De l'autre côté c'est pire, là c'est pire, là c'est horrible, parce que les clerks, s'ils sont 300, ils vont par contre recevoir une portion de secret de chacun de nos participants. Donc le nombre de clerks on le choisit, le nombre de participants on ne le choisit pas, il a tendance, on espère, à monter. Et donc là on a un vrai problème de scalabilité. Donc c'est ces deux messages-là qui sont délicats. Ensuite ici, c'est beaucoup plus facile parce que c'est à ce moment-là qu'on aura agrégé complètement la donnée. Donc on aura éliminé le facteur du nombre de participants, et puis ceux-là ils sont tout petits. Donc, essayons de voir un petit peu quelle serait la taille, le nombre de valeurs, puisque c'est un facteur multiplicatif, le nombre de valeurs qu'il va y avoir dans ces messages. Si on veut faire du privacy by design, l'idée c'est de collecter exactement ce qu'on veut mettre dans le rapport, c'est-à-dire ce qu'on veut voir, ce qu'on veut mesurer. On ne collecte pas plus que ça. Et du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme on fait avec un data lake, c'est-à-dire qu'on a un record par utilisateur avec toute sa liste de caractéristiques avec des booléens en face. On est obligé de construire, d'autant plus que nous on a un schéma qui sait faire que des additions, donc on est obligé de travailler, on est contraint avec ce vecteur de 1 et de 0 ou d'autres valeurs, on peut additionner n'importe quoi, mais on est contraint par ce schéma. Et donc, si on s'y prend naïvement, c'est-à-dire qu'on dit, si on veut savoir, en fait on veut essayer de savoir dans ma population qui est français et qui vit à Paris. Donc voilà, la première question c'est celle-là. Donc si on demande, si on pose cette question-là, Alice est française, vit à Paris, Charles est français, vit à Paris, Bob et Daphné ils sont je sais pas où et ils sont pas français. Donc l'analyste à la fin il va recevoir la somme. Mais il va avoir les questions qu'il a posées, c'est-à-dire êtes-vous français, oui, non, êtes-vous parisien, oui, non. Et on va savoir que 2 personnes ont répondu oui à chacune des 2 questions, mais on n'aura pas la corrélation forte qu'on avait dans le dataset d'entrée. Si on veut mesurer cette corrélation, si on veut l'afficher dans le rapport final, si on veut l'étudier, il faut qu'on explose, qu'on expande et qu'on multiplie les vecteurs de propriété entre eux. Et donc ça veut dire qu'il nous faut, alors on n'est pas obligé de rester dans l'UI évidemment, mais il nous faut compter une colonne pour les Français à Paris, une colonne pour les Parisiens pas français, une colonne pour les Français vivant ailleurs, et une colonne pour les autres. Et là, on va trouver la corrélation à la fin. Mais vous voyez bien qu'évidemment, si vous avez beaucoup de propriétés, ou si les propriétés ont des cardinalités élevées, ça va exploser. Et en pratique, comment ça se passe ? J'avais une autre photo là avant, mais je trouvais que celle-là était bien pour illustrer ça. Donc ça, c'est un exemple qu'on a pris. C'était une enquête qu'on a trouvée sur le web, une enquête sur la consommation de drogue. Et il y avait 2 questions. La première, c'était votre catégorie d'âge. Il y en avait 17. Il y avait 17 façons de répondre à cette question. La deuxième question, c'était quelle drogue avez-vous utilisé ? Et là, c'était des cases à cocher, et vous pouviez en cocher autant que vous le souhaitiez. Donc, si on veut juste étudier une corrélation entre une drogue et une tranche d'âge, on a besoin de ce tableau-là, en fait. C'est-à-dire une matrice avec les drogues sur les abscisses, les âges sur les ordonnées, et des cases à remplir. Et donc, on a besoin de sommer chaque case indépendamment. Donc, on va avoir, bon, il y a un petit plus 1 qui traîne là, oublié, on va avoir 238 cases à cocher. C'est pas beaucoup, ça va, c'est très gérable. Si on veut faire une étude sur les corrélations entre 2 drogues, mais qu'on se moque de l'âge, on peut, par exemple, faire cette enquête-là. Donc on va avoir drogue A, drogue B, on compte les cases, on peut peut-être en éliminer la moitié parce que c'est symétrique, mais on arrive sur 8192
8192 valeurs à additionner. Si on veut faire le truc total, c'est-à-dire être capable d'utiliser n'importe quelle corrélation, les triplés de drogue avec les âges et tout ça, mais en fait, il nous faut une colonne dans les tables qu'on avait vues sur le slide d'avant pour chacune des façons différentes de remplir le formulaire d'input. Donc, ben voilà, c'est la combinatoire, tout se multiplie. On arrive à 140 000, presque 140 000 façons de répondre au formulaire d'input. Et donc, avec ces hypothèses-là, on a un peu trimé, mais on y est arrivé. Il a fallu marner quand même, hein. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré avant, ça coinçait un peu. Là, il a fallu qu'on pack les valeurs, c'est-à-dire en fait, dans un polynôme, comme il est de degré 300, c'est pour ça en fait finalement qu'on est intéressé pour avoir beaucoup de clerks. En fait, dans le polynôme, on n'est pas obligé de. On peut choisir combien on va prendre de valeurs au random dans les coefficients et combien on va cacher de secrets. C'est-à-dire qu'on peut avoir un polynôme avec 200 valeurs, ou si on prend des polynômes de degré 200, on peut avoir 199 valeurs aléatoires et une valeur de signal, mais on peut faire bouger ce curseur jusqu'à 100 et 100, ou si on est fou, 199 secrets et une valeur aléatoire. Mais là, c'est risqué parce qu'il suffit qu'il y ait un clerc ou deux clercs qui se mettent ensemble et le secret explose. Donc on a trouvé des façons de faire ça, qui ont demandé un peu de travail, un peu de code, parce que là pour le coup on est tombé sur l'arithmétique un peu plus velue, mais on y est arrivé. Donc ce message-là, on est arrivé à le réduire, et alors j'ai plus la taille puisque je fais mes notes, mais si mon souvenir est correct, dans l'hypothèse de la drug study que je vous donnais tout à l'heure, le cas le plus défavorable, on est arrivé à un message qui est un peu gros, mais qui reste acceptable pour une study one-shot, c'était une taille de l'ordre de 6 mégaoctets pour chacun des participants. C'est beaucoup, mais bon, ça va. Ici, c'est compliqué aussi en fait, parce que là, chaque fois qu'on rajoute un participant, blam, on prend un message de plus. Et donc il y a une astuce qui consiste à utiliser une crypto un peu spéciale là, entre Alice et Cola, un truc qui a été inventé par un Français qui s'appelle Pascal Paillet, qui a publié ça en 99. Donc vous voyez encore une fois, c'est pas des trucs qui datent d'il y a 2 ans quoi. En fait, c'est une variante de RSA, donc de cette bonne vieille crypto qu'on utilise à base de grands nombres, et qui a la propriété intéressante, c'est que si vous avez la clé publique de quelqu'un et que vous avez 2 messages qui sont encryptés pour lui, vous pouvez calculer la somme de ces 2 messages. En fait, mathématiquement, vous multipliez les 2 nombres qui représentent les messages, et ce que vous obtenez, c'est une encryption de la somme des 2 nombres qui étaient dans les messages initiaux. Et donc ça nous permet ça, au lieu de faire les sommes ici, on remonte, crac, les sommes elles sont juste là, juste quand le serveur a réuni tous les messages pour chacun des clercs, au lieu de lui envoyer tout le bazar, il fait la somme à travers la crypto, il envoie la somme au clerc, le clerc il n'a plus qu'à ouvrir le message, pif paf, et à retourner le message décodé au serveur. Et avec ça, on fait descendre cette taille-là. Du coup, elle devient constante puisqu'elle ne dépend plus du nombre de participants à l'opération. Voilà. Donc, on a travaillé quand même un peu. On a travaillé, mais on a travaillé en Rust. Et on a trouvé ça cool. Enfin, moi, je trouvais déjà ça cool avant. Pour être tout à fait honnête, c'est un petit peu moi qui... pas forcé, mais disons, enfin voilà quoi. Je l'ai vendu un peu. Donc vous avez peut-être vu la présentation dans cette même pièce ce matin. Donc c'est un langage qui est efficient, ça c'est important parce qu'on va quand même aller sur des petits devices, on va quand même faire de l'arithmétique un petit peu. Donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir un truc qui soit trop gourmand en énergie ou qui soit ou trop gourmand en mémoire parce qu'on travaille sur des devices de taille raisonnable, des téléphones. C'est pas non plus des ampoules Philips là, mais c'est quand même pas très gros. On voulait un schéma. Alors on voulait un schéma. Le langage safe, ça nous a plu beaucoup parce que comme on allait shipper le code, évidemment, en plus, mettez-vous à notre place. Nous, on est là, on va faire du Rust, c'est cool. En face, on a des applis, on a une équipe iOS, une équipe Android. On arrive avec notre librairie et eux, ils nous font. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je peux pas voir le code. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc il faut le discours dire ouais mais tu sais c'est safe, c'est Mozilla utilise tout ça. Voilà. Donc il faut un petit peu, il faut le vendre un peu quand même. Hein. C'est pas complètement naturel.
Mais on y arrive, et à la fin on est bien content. Et à la fin tout le monde est content, et là dans la boîte à Snips, Rust n'est pas adopté par toutes les équipes, mais en machine learning ils commencent à s'en servir. Voilà, ça leur plaît quoi. C'est-à-dire que l'expérience est positive. C'est pas pour tout le monde, mais ça plaît quand même, et ça résout des problèmes. Alors, dans notre contexte, en fait, on pouvait le faire parce que on avait les bonnes librairies. Il y a des assez bonnes librairies HTTP qui permettent de faire des web services. Je ne vous dirais pas d'aller faire un site web en Rust comme votre premier projet, mais en web service, aujourd'hui, c'est pas mal. Il y a du support JSON, on a fait le web service en REST. Moi, je ne suis pas fan, mais ça rassurait tout le monde plutôt que d'aller faire du TCP. Moi, j'aurais préféré parce que c'est plus marrant. Mais voilà, on a dit REST. Il faut choisir ses batailles. On a pris du MongoDB parce que c'est la base de prod standard pour nous. Et puis il y a la Libsodium qui nous a apporté les routines crypto dont on avait besoin, les routines standards sur lesquelles certains des composants s'appuient, en particulier la communication entre le participant et le clerk. Vu que c'est la crypto classique, on a utilisé Sodium. Le FFI, c'est-à-dire l'intégration, l'interface avec C, est relativement naturelle en Rust, donc ça c'était bien, parce qu'on a pu faire une seule fois le travail, et ensuite on a fait un wrapper en Swift et un wrapper en Java, pour que les équipes d'intégration trouvent une interface qui soit conforme au bon goût de ces plateformes. Et puis finalement, j'ai découvert ce matin ça, donc là il a fallu que je modifie mes slides ce matin, donc Batgirl, qui donc est le dernier, c'est quoi, c'est DC ou c'est les autres, je sais plus, je sais jamais. Mais en gros, voilà, Rust devient mainstream parce que dans les comics américains, les nouveaux personnages apprennent Rust à l'école. Et ça, je trouve ça incroyable. Alors, on a fait de l'open source parce qu'on aime ça, et parce qu'on pense que la crypto, ça doit être open source. Parce que comment voulez-vous dire aux gens de faire confiance à ce que vous leur proposez si personne ne peut aller voir ce que vous faites? Donc la crypto, il faut que ça soit open source. C'est très difficile de faire l'open source sur les plateformes mobiles aujourd'hui parce que même vous, développeurs, c'est impossible de vérifier que le code qui est installé sur votre téléphone, sans faire de jailbreaking, c'est le code que vous avez livré à Apple pour parler d'iOS. Donc le moins qu'on puisse faire, c'est de mettre au moins le code open source pour montrer ce qu'on fait, comment on le fait, pour que les gens puissent auditer, puis disent ah oui ça marche, ah oui c'est bien ce qu'ils disent, ou le contraire d'ailleurs, mais c'est indispensable. Donc on a fait des trucs. Le pack secret sharing, donc c'est ce que je vous ai expliqué avec les polynômes, tout ça. Paillé, donc c'est la crypto partiellement homomorphique, c'est-à-dire qu'on peut faire des additions sur les messages sans les décrypter et obtenir le message correspondant à l'addition des deux messages d'avant. Et ça, donc tout ça, on l'a implémenté. Et ça, SDA, c'est alors c'est quoi? C'est Safe Distributed Aggregator, voilà, ou Secure Distributed Aggregator ou Aggregations. On ne sait pas, on cherche. Donc le serveur, le client, tout est en Rust, hein, je vous le redis. Les libFFI ne sont pas encore open source, mais on y travaille, parce qu'elles ne sont pas très très propres et on ne veut pas vous les montrer encore. Un database adapter pour pouvoir parler à MongoDB. Parce que j'aime bien MongoDB aussi, il y en a qui le savent. On a fait donc le one-shot survey, là, c'était la drug study, c'est un peu le cas d'école qu'on a utilisé pour faire nos calculs, pour faire nos évaluations, etc. etc. En vrai, on s'en est servi pour un autre exemple. On avait une application expérimentale à ce moment-là, et donc on a dit on y va, on va faire des analytics. Et donc on a, alors vous allez me dire, waouh, super. On a un daily active user en vert, c'est un peu petit, hein, là c'est là, hop, et on a en jaune un nombre de sessions dans la journée sommées sur notre base d'utilisateurs. C'était expérimental. Les nombres qui sont là sont malheureusement exacts. Ça n'a pas été un franc succès. Mais ça nous a permis, nous, de démontrer que notre schéma fonctionnait. Et ce matin, j'ai été obligé d'en faire mes slides. Parce que ce matin, il y a Google, enfin j'ai vu en me levant, que Google avait publié ce papier dont on savait qu'il existait, mais qu'il n'était pas... Enfin, il l'avait présenté dans certaines confs, mais ils n'avaient pas encore vraiment communiqué fortement dessus, mais ils l'ont fait ce matin. Et donc, ils proposent de faire quelque chose que nous, on avait en tête depuis un petit moment. Nous, on y pense depuis l'été dernier, mais eux, voilà, ils l'ont fait, quoi. Ils vont plus vite, ils sont plus gros, ils ont plus de bras.
Et donc l'idée, c'est pour entraîner votre modèle en machine learning, donc vous avez un modèle de départ qui est là, vous l'envoyez sur les téléphones des utilisateurs qui s'en servent et qui l'enrichissent en s'en servant avec la façon dont ils vont utiliser ou pas les résultats que vous leur proposez. Vous avez un modèle amélioré ici. Donc voilà, chacun des utilisateurs a un modèle amélioré. Vous faites la somme de ces modèles-là, vous la renvoyez à Google. Alors non, pardon, vous faites la somme des écarts, c'est-à-dire ce que vous voulez remonter à Google, c'est finalement, pour caricaturer, la somme des cas où ça n'a pas marché pour savoir dans quelle direction il faut faire glisser le modèle. C'est du gradient stochastique pour les gens qui font du machine learning, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et tout ce bazar est linéaire, donc ça se passe bien avec l'addition. Et donc, ici, Google va recevoir de chaque téléphone, il faudrait peut-être, si tu modifies le modèle un peu comme ça, moi il marcherait mieux chez moi. Et donc Google va faire la somme de ces informations, générer un nouveau modèle, et hop, on recommence, crac, crac, voilà. C'est bien, sauf que là, en fait, à ce niveau-là, juste là, quand Google va recevoir l'information, si ton modèle était comme ça, il marcherait mieux pour moi, eh ben, il y a quand même une fuite, d'informations de l'utilisateur parce qu'on peut déduire des choses à partir de ça, on peut déduire des choses sur les données privées de l'utilisateur. Et donc nous, là, on a un petit edge sur eux, c'est que cette flèche-là, nous, on la rend safe en fait. C'est-à-dire qu'on peut dire, on ne l'a pas implémenté, c'est du concept, mais on pourrait dire, cette flèche-là, on l'implémente avec un schéma de somme privée. Et voilà. Donc c'est la fin de ma présentation. C'est bien parce que c'est jaune. Et donc, je vous ai mis un snapshot de ma série préférée en guise de conclusion, qui parle de privacy. C'était il y a 20 ans, c'était en 99 plus exactement, c'était il y a 18 ans. Je peux essayer de vous le traduire, il faut vous imaginer que je ressemble à Roblo jeune. Ok, essayez. C'est au sujet des 20 prochaines années. Les années 20 et les années 30, le sujet, c'était le rôle du gouvernement. Les années 50 et 60, c'était les droits civiques. Les deux décennies à venir parleront de privacy. Je veux parler d'Internet, je veux parler des téléphones mobiles, je veux parler de la santé et des dossiers médicaux, je veux parler de qui est gay et qui ne l'est pas. Bon, après, c'est du nationalisme américain, blabla. Mais voilà, et ça, c'était il y a 20 ans. La conversation a été détournée parce qu'on a plus parlé de sécurité pour plein de raisons que vous connaissez comme moi. Mais ce que j'espère, c'est qu'on peut dire aujourd'hui, les 20 prochaines années seront les 20 prochaines années seront les 2 décennies de la vie privée. Je veux parler d'Internet, je veux parler des téléphones mobiles, je veux parler des dossiers médicaux et de qui est gay et qui ne l'est pas, etc., etc. Voilà. Le chantier est ouvert. Et en fait, ensuite, le dernier petit truc, puisque je vois qu'il me reste 2 minutes, il ne va pas y avoir beaucoup de temps pour les questions, mais ça va être comme ça, on les fera dehors. Le dernier petit truc que je voulais dire, c'est que je voulais réagir par rapport à l'accueil un peu froid qui a été fait hier à Eric Sabin. Moi, je trouve qu'il a raison, en fait, sur toute la ligne. J'aime pas la forme, j'aime pas qu'il soit vindicatif comme il l'est et qu'il soit polémiste et tout ça, mais sur le fond, on a une responsabilité, en fait. Il ne faut pas prendre les armes, c'est pas ça que je veux dire, mais en fait, il faut essayer de faire des petits incréments et des petits deltas. Je ne sais pas si SDA, c'est ce qu'on va utiliser pour essayer d'améliorer le respect de la vie privée, mais je me dis que c'est juste une contribution positive, en fait. C'est un epsilon, et en fait, c'est vraiment important de faire des epsilons et d'essayer tout le temps de résister. Pas de refuser, mais au moins de résister un peu quand on nous demande de faire des trucs qu'on estime dégueulasses, parce que c'est des invasions de vie privée flagrantes. Il faut faire l'effort, en fait. C'est vital, et de toute façon, on est les seuls, les ingénieurs, les techniciens, on est les seuls à comprendre ces problèmes-là. Les politiques ne les comprennent pas, les journalistes les comprennent si on les leur explique, mais ils ne peuvent pas les faire comprendre à la population. Donc on est responsable de ça. Ultimement, on est responsable, et quand on est responsable, il faut agir, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire.